À tous et bienvenue pour le deuxième numéro de Temps Mort, l'émission du CA Évron Handball. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième, toujours en live sur Twitch. Pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, vous connaissez un petit peu maintenant le principe. Pour les autres, on va discuter hand pendant 1 heure avec deux licenciés du club, mais aussi avec un invité qu'on va vous présenter dans quelques instants. Petite pensée, la semaine dernière, on avait une pensée pour nos partenaires. Cette semaine, on a une pensée pour tous les clubs de handball amateurs et notamment pour le mouvement Sauvons le handball qui défend les intérêts du handball amateur sur Facebook. Voilà, on espère tous une reprise rapide de l'activité. On voulait passer ce petit bonjour. La semaine dernière, vous avez suivi, on a eu la chance d'avoir David Burguin lors du premier numéro. Cette semaine, on a un nouvel invité et c'est avec un grand plaisir qu'on accueille le gardien de Dunkerque depuis 2018, Samir Belhassen. Samir est avec nous. Comment ça va, Samir ? Bonsoir à tous, bonsoir. Écoutez, ça va très bien. Heureux de participer à l'émission et c'est toujours un plaisir d'avoir du contact avec le handball amateur, surtout dans ces périodes très compliquées. Ouais, on te remercie. Enfin, on s'est déjà eu merci avant, à vous. mais on te remercie nous, au nom du club. Merci à vous. N'hésitez pas à poser vos questions à Samir sur le live. Il va essayer de réagir avec nous. Il est avec nous là pendant 1 heure, donc on va essayer d'en profiter un maximum. Vous connaissez le principe. On a aussi deux licenciés qui sont avec nous, que vous connaissez pour ceux qui sont du club. On a Simon qui est président du club et François, joueur en senior garçon, qui sont avec nous. Comment ça va, les gars ? Comment ça va ? Bonjour à tous. Ça va très bien. Ça va très bien. C'est chouette. Vivement les échanges, ça va être chouette. Sim, ça va ? Ouais, impeccable, tout le monde. Merci Samir d'être présent. Merci à vous. Merci pour l'invite. Aujourd'hui, au programme de l'émission, donc j'ai dit, on va parler pendant 1 heure. On va parler plusieurs sujets qu'on va évoquer. On va parler du futur de l'équipe de France masculine, chose qui nous intéresse, qui est un peu en ce moment la chose importante au niveau, on va dire, international. On va aussi parler de la Lidl Star League, le championnat de France de D1, dont Samir fait partie, un peu voir l'évolution, que ce soit médiatique, mais aussi sur le plan sportif. Samir pourra répondre à nos questions. Et puis, on fera forcément un focus sur l'invité, sur sa carrière, en plus sur un poste qui est parfois un peu obscur et voilà, Samir pourra répondre à nos questions. On ne connaît pas forcément toujours comment s'entraînent les gardiens, comment bossent les gardiens. Donc voilà, Samir, il sera là pour ça. Et puis dans la dernière partie, vous en avez un petit peu l'habitude pour ceux qui étaient là l'autre fois, on fera un petit quiz avec Samir et puis les invités. On aura notamment une belle surprise que je vous présenterai tout à l'heure. Premier sujet que je voulais aborder, du coup, Samir, avec toi, on en a parlé un peu, c'est l'équipe de France. On sait, l'équipe de France qui est en reconstruction, reprise par Guillaume Gilles, 4e du dernier mondial, qualifié pour les JO cet été. Première question toute simple pour toi, Samir, quel regard tu as sur l'équipe de France, sur un peu cette reconstruction ? Écoutez, je pense que c'est vraiment pas mal ce qui est en train d'être fait avec l'équipe de France. Je pense qu'elle a été très critiquée ces derniers temps dans toutes les compètes, dans tous les derniers rassemblements et tout ce qui s'ensuit. Et je pense qu'on a vite oublié que c'est une génération qui arrive après une génération quasiment exceptionnelle et unique. Je souhaite aux nouvelles générations qui arrivent de réussir ce qui s'est passé, mais c'est incroyable ce qui a pu se passer avec la génération des experts, qui a tout raflé sur une dizaine d'années quasiment. Donc voilà, je pense que là, ce qui arrive, c'est un peu le creux de la vague et avec de nouveaux joueurs d'une nouvelle génération, mais qui est très très prometteuse encore avec la nouvelle sélection du jeune Théo Monard. Dernièrement, je pense que c'est des très bons jeunes du championnat français, des très bons jeunes de championnat étranger. C'est des mecs qui performent déjà dans les plus grands clubs du monde, que ce soit à Barcelone, à Veszprém, à Kielce. Donc voilà, je pense qu'il faut laisser du temps à cette équipe de France et d'ici, je pense, 1 an ou 2, ça sera quand même très très costaud et 4e avec des joueurs qui ont peut-être encore pas trop d'expérience en sélection. Donc je pense que faut laisser le temps et je pense que dans les années à venir, ça va être très, très costaud. Tu as dû suivre, je suppose, Samir, le dernier mondial en Égypte. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette 4e place et surtout, selon toi, sur ton regard extérieur, qu'est-ce qu'il a manqué, selon toi, pour
faire peut-être une finale ou terminer sur la 3e marche du podium, même si on sait que ça se joue à des détails souvent à ce niveau-là? Oh, alors là, ce qu'il a manqué, ça, je suis pas coach, ou je suis personne pour relever ce qui a manqué. Moi, je pense surtout que faut aussi accepter le fait que les nations autour ont aussi grandi et qu'il n'y a pas que la France qui travaille et qu'il y a des équipes comme l'Espagne, le Danemark voilà, la Norvège qui émerge depuis 3-4 ans, le Portugal aussi qui arrive depuis 2 ans là, et avec une génération de jeunes joueurs, pareil, un peu comme les Français voilà, qui ont longtemps travaillé et maintenant commencent à exploser. Donc, je pense que c'est surtout ça, c'est surtout le fait qu'il y ait d'autres nations qui explosent et que maintenant, il faut faire face avec peut-être une plus grosse adversité que les années précédentes. Avant, on parlait plutôt de l'Allemagne, l'Espagne, le Danemark et la France. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une dizaine d'équipes qu'on peut compter, ouais, peut-être pas 10, mais ouais, peut-être un top 8 qu'on peut compter pour des places en demi. Donc, on n'est jamais sûr. Même des équipes africaines comme l'Égypte, voilà, qui franchement, qui arrivent à un niveau là cette saison assez impressionnant. Sur le dernier mondial, moi j'ai vraiment apprécié les regarder jouer. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça. Il faut savoir accepter le fait que d'autres nations explosent et comme je l'ai dit juste avant, il va falloir patienter. Mais moi je pense que la France reviendra vraiment au top niveau, même si elle en est pas loin ces derniers temps, mais elle arrivera au top niveau dans les 2 ans à venir, là, je Les gars, pense. vous avez suivi vous aussi, je suppose, le mondial. François, toi, t'en as pensé quoi? Ou enfin, une réaction par rapport un peu à l'équipe de France? D'un avis extérieur, après, je suis pas du tout, mais d'un avis de mon niveau, c'est vrai qu'il y a eu quand même une grosse critique sur les gardiens. C'est vrai que Gérard et Gentil qui n'ont pas été forcément au rendez-vous. C'est vrai que la blessure de Wesley a peut-être pas fait de bien non plus, pardon. Et puis oui, je pense qu'il manque peut-être un chef d'orchestre un peu. Bon, je pense que la blessure de Karabatic n'a pas fait de bien. Et il manquait, je pense, un deuxième chef d'orchestre un peu à tout ça. Après, c'est un regard d'amateur, mais Non, non, c'est bien d'avoir le. c'est des critiques que j'ai vu beaucoup passer sur les Mm, réseaux, quoi. Et mm. Bah après, c'est un peu, pour moi, c'est un peu le même problème. Les gardiens de but, je pense que c'est la même chose. Enfin, faut se rendre compte que Thierry Meyer, ce qu'il a accompli, c'est immense et c'est le meilleur gardien de l'histoire et ça l'est peut-être encore toujours à l'heure actuelle. Donc, voilà, c'est très compliqué de passer après lui. Je pense que la France a vraiment un héritage très lourd à porter au niveau des gardiens de but. Enfin, c'est un mec qui a vraiment tout accompli dans sa carrière. Enfin, ça a été un extraterrestre. Au-delà du handball, ça a été un sportif hors norme. Et voilà, je pense va falloir peut-être accepter que ça peut être peut-être moins bon, mais que voilà, ça sera peut-être moins bon que Thierry Meyer, mais ça reste quand même je pense, des très bons gardiens. On l'a vu sur le TQO, la compétition d'après. Les deux ont été très performants sur les deux, trois matchs qu'il y a eu. Donc, ouais, ça a été compliqué, mais après, ce mondial, je trouve que ça n'a pas été le mondial de la défense non plus, enfin, pour toutes les équipes, je trouve que ça a été un sacré festival offensif. Donc, je pense que les gardiens n'étaient pas trop à la fête non plus, dans toutes les nations. Et justement, on va en parler des gardiens. Ça tombe bien, Samir, puisque tu es gardien. Comment tu te places, toi, vis-à-vis de cette équipe de France? Alors, pour l'instant, tu n'as jamais été sélectionné en équipe de France A. Après, tu es encore jeune. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que c'est un truc que tu te fixes comme priorité ou pas? Ou comment tu vois ça, en fait, toi? Non, 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 je me fixe. Enfin, pour moi, c'est un rêve, c'est un objectif. Bien sûr que c'est un objectif que je veux atteindre à long terme. Mais non, non, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de pouvoir évoluer au niveau international en club, d'avoir l'expérience en club. Je pense que bah, il y a des très bons gardiens qui sont en place. Et sans parler de Vincent et Yann, hein, avec ce qui arrive derrière entre Rémi Desbonnets, Kevin Bonnefoy et Wesley, bon, qu'on n'a pas eu la chance de voir évoluer jusqu'au bout, mais qui faisait jusqu'au mois de décembre une saison incroyable avec Aix. Et en termes de statistiques et de performance, c'était absolument incroyable ce qu'il faisait. C'était le meilleur gardien du championnat jusqu'à sa blessure. Donc voilà, je pense qu'il y a une très grosse concurrence à ce niveau-là. Moi, j'ai que 26 ans, je continue à travailler. Je pense pas, pour l'instant, je ne pense pas pouvoir prétendre à l'équipe de France. Tous les jeunes là qui y sont, comme
Ouais, Rémi Debonnet, ça fait peut-être 4-5 saisons qu'il roule sur la Lidl Star League et qu'il est dans le top 5 chaque saison et il fait ses premiers stages que maintenant en équipe de France A. Donc voilà, je n'ai pas la prétention d'y être pour l'instant. Je veux d'abord pouvoir faire mes preuves dans une Coupe d'Europe avec mon club et on verra par la suite si ça paye. Mais je pense que ça passe d'abord par le club, la performance en club. C'est, c'est bien d'être bon en Lidl Star League, mais je pense que pour accéder au niveau international, il faut d'abord être très bon avec son club et notamment dans une Coupe de France et pouvoir Coupe de France, Coupe d'Europe et pouvoir gérer une saison justement européenne avec son club pour essayer de prétendre à l'équipe de France. Et on avait vu passer il y a quelques années Robin Cantegrel, un peu en stage en équipe de France. Donc, bon, il a pris un envol un peu en allant jouer à l'étranger. Bon, on le revoit plus forcément là en équipe de France. Est-ce que comment tu avais perçu sa sélection à l'époque, comparé justement à Rémi Debonnet qui est justement de partir comme ça un peu à l'étranger? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut entre guillemets emmagasiner pour pouvoir prétendre à l'équipe de France ou... Ouais, sûrement. Je pense que il avait un peu la même réflexion. Je pense qu'il a voulu aller dans un grand club européen pour jouer justement la Ligue des Champions et pouvoir performer avec son club. Donc ouais, je pense que c'était plutôt une idée pas mal. Voilà. Après, entre-temps, le sélectionneur a changé. C'est peut-être pas la même politique aussi. Donc les choix sont peut-être pas les mêmes aussi. Donc faut voir ce qui se passe par la suite. À l'époque, Didier Dinard avait fait ce choix de la jeunesse comme il a fait avec Dylan Naï, voilà. Donc il y a très longtemps avec Benoît Kounkoud aussi, il y a maintenant quelques années, il l'avait sélectionné alors qu'il était Dylan Naï était encore au centre de formation, il l'avait sélectionné. Donc je pense qu'il avait tenté ça aussi et voilà, je pense que Robin ça l'a vraiment propulsé et ça l'a aidé sur la scène internationale et maintenant il a pu évoluer en Ligue des Champions au Vardar, à voir ce qui se passera par la suite pour lui, mais je pense que ouais, c'est pas mal pour lui. Et justement, Samir, tu parlais, là, tu évoquais la Star League, etc. Et en sous-main, entre guillemets, un peu la Ligue des Champions aussi, à un niveau qui est quand même relativement élevé. Pour parler un peu du championnat, justement, toi, ça fait 4 saisons que tu évolues en Star League. Est-ce Ouais, c'est ça. que, ma première question déjà, elle est assez simple, c'est est-ce que tu vois une évolution entre ta première et ta quatrième année, que ce soit sur le niveau de jeu, sur la densité au niveau des équipes, sur l'homogénéité au niveau du niveau de compétition? Est-ce que tu vois une évolution et où est-ce que tu situes le championnat de France? Bah, pour moi, la Lidl Star League, alors je suis peut-être pas objectif, mais pour moi, c'est le meilleur championnat du monde. À voir avec l'Allemagne. Parce qu'avec l'Allemagne, je trouve qu'il y a quand même un réel fossé entre le top 5 et le reste du championnat. Je trouve qu'en Lidl Star League, depuis allez, peut-être 2-3 ans, là, c'est quand même assez costaud ce qui se passe avec un top 6 qui se module chaque année, mis à part les trois, j'allais dire, mis à part les trois, Paris, Montpellier, Nantes, mais des fois, la troisième place, on a vu, elle a longtemps été trustée par Nîmes il y a 2 ans ou par Limoges encore cette année en début de saison. Non, non, je trouve que ça a vachement évolué. Moi, quand j'étais à Montpellier il y a 5 ans, ma dernière année, je jouais un peu en Ligue d'Astarique sur la fin de saison et ça se battait à deux, Paris et Montpellier pour le titre de champion de France, Nantes qui était troisième. Maintenant, ben, les cartes sont redistribuées. Bon, même si Paris reste quand même un cran au-dessus, Montpellier pas loin derrière à quelques points pour jouer le titre. Malheureusement, je pense que cette année, ça va être dur. Mais voilà, Nantes qui est troisième. L'année dernière, c'était l'inverse. Et il y a un top 6 qui émerge derrière entre Saint-Raph, Nîmes, Toulouse, Aix. Voilà, c'est des équipes qui chaque année, on a une nouvelle surprise. L'année dernière, c'est Toulouse qui a surpris tout le monde avec son jeu et qui s'est qualifié en Coupe d'Europe. Voilà. Cette année, c'est Aix qui a été longtemps dauphin et du championnat. Et bon, malheureusement, je pense que la blessure de Wesley Pardin les a pas aidés sur la deuxième partie de saison. Mais maintenant, avec la blessure de la saison de fin non plus. Mais voilà, c'est des clubs, je trouve qu'il y a toujours une petite surprise chaque année. Donc voilà, Limoges qui est monté et qui a été longtemps devant tout le monde pendant de septembre jusqu'à la trêve là, hivernale. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a que en France qu'on peut voir ça. Je pense qu'en Allemagne, on a toujours ce top 5 avec Kiel, Rhein-Neckar, Berlin, Flensburg. Et derrière, voilà, Magdebourg, et derrière, ça arrive. Mais en France, je pense que chaque année peut y avoir des surprises et des équipes qui peuvent faire tomber tout le monde. On a vu Créteil battre Nîmes l'année dernière.
On a vu Ivry battre Montpellier à Montpellier l'année dernière, donc c'est un championnat qui est vachement varié. Et je trouve que ouais, plus on avance et plus il évolue et il est de plus en plus homogène. Moi, je me posais la question en préparant aussi là, l'émission. Je suppose que vous en discutez entre joueurs de différentes équipes. Comment vous vivez la saison qui est quand même qui est particulière de par le Covid. Comment vous vivez notamment le fait que les salles soient vides? Quand on regarde des matchs, c'est vrai que à la télé, on a la chance de regarder des matchs sur Ouais. beIN. Ça fait quand même bizarre. Pour vous, vous vivez ça comment? Ah non. Ouais, clairement, bah, là, il y a pas plus tard que cette semaine, j'ai joué dans peut-être les 2 meilleures s 2 des 3-4 meilleures salles françaises, on va dire, en termes d'ambiance. J'étais à Nantes il y a une semaine et à Nîmes il y a 3 jours et jouer à Beaulieu vide comme ça, c'était vraiment, ce qu'on se disait. Moi, j'en ai parlé avec Patrick Hazel avant le match, c'est quand même assez bizarre, assez choquant parce que chaque fois que je suis allé là-bas, il y a toujours, que ce soit avec Montpellier, avec Massy ou avec, Dunkerque, ça a toujours été extraordinaire. Même avec Massy où on était dernier du championnat, on a joué notre dernier match là-bas et on avait joué à la trois quarts d'heure. C'était rempli, c'était extraordinaire, c'est une ambiance magique et jouer là dans une salle vide, c'était c'était vraiment pas terrible. Pareil à Nîmes, on allait chercher un point à Nîmes, mais c'est ce qu'on s'est dit. Voilà, un Parnasse vide, ça n'a pas la même saveur, quoi. Prendre un point ici dans une salle vide et le prendre dans une salle pleine, je pense que on n'est vraiment pas on n'est vraiment pas dans la même ambiance, donc c'est le cas de le dire. Donc voilà, c'est vraiment très bizarre. Il y a plus d'équipes qui viennent gagner à l'extérieur que d'habitude. Il y a moins, en fait, il y a moins cette règle du domicile extérieur, mis à part le voyage. Moi, personnellement, je trouve que ça change plus rien. Au final, tu peux être, euh, tu peux être qui tu veux, avec l'histoire que tu veux dans ta salle. S'il n'y a pas ton public, c'est plus la même chose. Et c'est vraiment 7 contre 7 et c'est le meilleur qui va l'emporter. Et voilà, donc, alors que d'habitude, tu peux avoir un coup de pouce du public, ça peut, voilà, sur des temps chauds, voilà, la balance, elle peut peser de ton côté quand tu es à domicile parce qu'il y a plus de pression et tout. Là, il y a moins de pression, on a moins de. Enfin, il y a tout qui est diminué, quoi. Là, il vous reste 6 ou 7 matchs, je crois, avec Dunkerque dans le Ouais. championnat. Tu disais, un championnat hyper dense et quand même très compétitif. Vous vous êtes fixé un objectif avec l'équipe là sur la fin de saison? Bah ouais, on espère, finir, on espère finir le plus haut possible. 6e, 7e place. On a des matchs, on a joué, entre guillemets, les gros du championnat là, sur cette première partie d'année, enfin, première partie d'année civile. Donc maintenant, il nous reste des équipes, on va dire, où on peut faire armes égales, on va dire. Donc voilà, j'espère qu'on va aller le plus haut possible et voir ce qui se passera en fin de saison, parce que je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cette saison-là, et j'espère pouvoir la finir surtout, parce que on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a nous qui sommes à 22 matchs, des équipes comme d'autres équipes qui sont à 15-16 matchs, il leur reste quasiment la moitié du championnat à jouer en un mois et demi, on est mi-avril, donc fin avril même. Donc ça va être costaud, hein, donc voilà, moi j'espère juste pouvoir finir cette saison, voir ce qui se passe après, et voilà. Tant qu'on se maintient, c'est le plus important. On parlait du coup de la Star League et je crois que tu as évoqué à un moment tes années à Montpellier, ton passage en équipe à Montpellier. On va parler un peu plus de toi maintenant et justement en préparant l'émission, c'était assez marrant parce qu'il y avait des infos que je ne connaissais pas. Faut savoir que tu es né à Montpellier Ouais. et tu as fait toute ta formation à Montpellier. À partir de quel âge tu as été au club de Ça. Montpellier? À partir de 12 ans, 12 ans à l'âge de jusqu'à. 12 ans. T'es parti t'es parti à quel âge Je du suis coup? parti à 21 ans, je crois. Ouais. Ouais, non, 22 ans. 22 ans, 22 ans. Bah, 10 ans après. Ouais. Est-ce J'ai que, fait 10 ans dans ce club-là. est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce que pour le coup, c'est quelque chose, je pense, qui intrigue pas mal les gens, Mm. comment ça se passe la formation dans, on va dire, le club historique français, le club numéro un en France du côté Mm. des garçons, comment se passe la formation dans un tel club? Bah, je pense à l'âge de 12 ans, déjà, je pense qu'on était en réelle avance au niveau de la formation sur le reste du pays, je pense. Parce que dès très jeune, on est catégorisé dans un groupe intensif, pas intensif, performance, amateur. À l'âge de 12 ans, on sait déjà, on te met déjà dans un cadre, bon, on va te formater pour le niveau,
ce côté-là, on va plus être voilà, on voit à quel niveau tu as à 12 ans, on dit bon, ben, on va plus s'orienter vers de l'amateur. À tort ou à raison, je sais pas, hein. Après, moi, dans ma génération, on a été plusieurs à ce niveau-là. On est deux, trois maintenant à évoluer en Lidl Star League, avec notamment Jean-Loup Faustin et Arthur Anquetil qui évoluent du côté de Chambéry. Donc voilà, et Montpellier, c'est toujours, c'est toujours la performance, la victoire. Et dès le plus jeune âge, on t'inculque cette culture de la gagne. Et je pense que c'est vraiment un moteur pour la suite, parce que quand tu as compris ça dès le plus jeune âge, je pense que ça t'aide pour beaucoup de choses dans la vie. Et je pense que dans la formation, c'est plutôt pas mal d'inculquer ça aux jeunes. Et donc, du coup, à l'âge de 14 ans, 15 ans, on te met déjà dans une équipe un peu plus spécialisée pour le niveau. On appelle ça le secteur, la section intensive. Et à l'âge de 16 ans, après, tu passes au Pôle Espoir Montpellier, avec une équipe. La particularité dans le Sud, c'est à l'époque, il y avait un championnat qui s'appelait les moins de 16 méditerranéens. Donc, on jouait tout le bassin méditerranéen. Donc, qui était du coup, c'était pas du moins de 16 régions, c'était quasiment plus que ça, c'était de l'interrégion. On allait jouer jusqu'en Corse, on allait jouer. Donc, c'était vraiment. À cet âge-là, à 16 ans, tu joues quasiment toutes les équipes professionnelles du Sud, entre Nîmes, Toulouse, Chambé, Aix, Istres. Toutes ces équipes-là, tu les joues, donc ça te forme. Et voilà, passer Pôle Espoir après moins de 18 ans, centre de formation. Et voilà, National 1 et effectif professionnel. J'ai fait le parcours, on va dire, entre guillemets, classique. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être dans les buts? On nous demande là sur le live, il y a des gens qui nous demandent qu'est-ce qui t'a donné envie d'être dans les buts? Moi, c'est à l'école. Je suis un gardien de. À la base, je jouais à l'école primaire. J'étais toujours dans les buts, on va dire, quand on faisait des matchs de foot. Et les matchs de foot en école primaire, c'est dans des cages de hand. Et j'avais des facilités, on va dire. J'étais toujours quand on faisait des tournois inter-école, ça, je finissais toujours meilleur gardien du truc. Et arrivé au handball, je me suis essayé sur le terrain parce que j'ai aimé ce sport pour le poste de joueur. Sauf que j'étais trop perso. J'étais trop personnel, je lâchais jamais la balle. Et du coup, c'était des embrouilles chaque week-end. Mon coach me prenait la tête tous les week-ends, il m'engueulait. Et un jour, pour me punir, il m'a foutu dans les cages. Et ça s'est très bien passé. Au bout de 4 mois, 4 mois de handball, ça s'est très bien passé. Et au bout de 6 mois, à la fin de l'année, j'ai été sélectionné au comité, mais pour le poste de gardien de but. Donc à partir de là, j'ai plus lâché et je suis resté dans les cages du comité c'est au comité, j'ai été sélectionné gardien de but et j'ai plus lâché, quoi. Et j'en viens justement à catégoriser dès le départ les jeunes un peu en mode pro, pas pro. Est-ce que justement ça fait pas un peu de dégâts aussi à des jeunes qui ont envie de jouer et on les catégorise dès le départ? Est-ce qu'on ne passe pas à côté de... Peut-être, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, à tort ou à raison, on est peut-être passé à côté de certains, peut-être avec une maturité plus tardive sportivement, je sais pas. Après, voilà, on peut ça peut pas plaire à tout le monde, ça peut pas aider tout le monde, ça peut pas mettre en valeur tout le monde. Mais bon, après, Montpellier a quand même ces dernières années quand même sorti quasiment tous les meilleurs joueurs du championnat français. Il ne faut pas oublier que les frères Karabatic sont formés à Montpellier. Vincent Gérard a été formé à Montpellier. Dipanda, Valentin Portenant, mais Raphaël Cocheteux a été formé à Montpellier. Si on fait la liste des joueurs qui ont été formés à Montpellier et qui évoluent dans des clubs de Star League, c'est incroyable. Donc là, je pense que c'est un club qui a fait ses preuves dans la formation. Après, quand je dis catégoriser, il n'y avait pas une pression mentale ou quoi que ce soit. C'était juste que tu avais des équipes moins 12 départementales, on va dire, et une équipe moins 12 qui était au-dessus de ça et qui jouait le côté intensif, qu'on faisait entraîner avec les plus vieux, il y avait un groupe très élargi. Et donc voilà, moi, je pense que ce côté-là, je trouve que c'est pas trop mal. Après, à cet âge-là, je pense qu'on comprend pas trop encore. On se dit pas, ouais, je suis nul parce que je suis pas dans cette équipe-là, ou ouais, si, ouais. À cet âge-là, je pense pas. C'est plus tard, après, arrivé à 15, 16, on commence à se poser des questions mais à 12 ans, on se dit pas, je vais pas être pro de handball, c'est la fin de ma vie, c'est horrible. Voilà, on est là pour se faire plaisir. Et ceux qui ont plus de facilité, on les a mis dans un groupe avec plus d'entraînement, et je trouve que c'était plutôt pas mal. Il y avait un temps d'avance, quoi. Et justement, Samir, tu parlais, on parle de Montpellier, donc un club qui, je pense, j'imagine, a des exigences encore plus élevées que les autres de par son palmarès. Toi, tu
est-ce qu'on t'a dit ou est-ce que tu sais pourquoi? Je suppose que oui, après, pas sûr que tu veuilles forcément nous le dire, mais est-ce qu'on t'a dit pourquoi tu n'avais pas signé ton premier contrat professionnel là-bas? Est-ce que c'était un choix de ta part ou est-ce que c'était juste Ah une si, envie de découvrir autre non, chose? j'ai signé mon premier contrat professionnel là-bas. Ah d'accord, ok. Et alors Ouais, en pourquoi fait, j'ai et du signé. coup, Pourquoi je suis pas resté? Enfin, j'ai signé 2 ans à la fin du centre de formation. Je ne pensais pas que je signerais pro et on m'a proposé, enfin, Patrice Canaillé m'a proposé un contrat pro de 2 ans que j'ai tout de suite accepté parce que c'était mon rêve. Après, forcément, je n'y avais pas vu peut-être toutes les facettes. J'ai signé avec l'arrivée de Nicolas Porter. C'était l'été où Nicolas Porter est arrivé. Euh, voilà, et Patrice Canaillé m'avait exposé ça dans le fait que Vincent Gérard serait numéro 1 et moi et Nicolas, on se battrait pour la place de numéro 2. Donc, forcément, on dit ça quand tu es jeune, tu as les dents qui rayent le parquet, sauf que Nicolas Porter avait déjà 2-3 ans de Ligue des Champions derrière lui. Il a 4 ans plus que moi. Puis, il a été cherché en Suisse. Donc, voilà, moi, je suis arrivé à la prépa avec les dents qui rayent le parquet, mais arrivé en septembre, je jouais avec la réserve. Moi, j'avais un statut de professionnel, mais je jouais avec la réserve quand même. Donc voilà, j'ai fait quasiment la moitié de saison avec la réserve en N1. Et il y a eu la blessure de Vincent Gérard après le mondial qui m'a du coup fait jouer quasiment toute la deuxième partie de saison avec Nico Portner. Et ça m'a permis de me montrer. Et suite à ça, j'ai pu signer à Massy en D2. Et voilà, du coup, j'ai signé à Massy. Enfin, j'ai eu une discussion avec Patrice Canaillé en lui demandant si, parce qu'il me restait 1 an de contrat, et si je pouvais être libéré de ma dernière saison, parce que je pense que j'arrivais à un moment où j'avais peut-être fait le tour en N1, et parce que la réserve évolue en National 1 à Montpellier, le centre de formation. Et ça faisait quand même 4 ans que j'évoluais en N1, j'avais peut-être fait le tour, on jouait toujours les mêmes clubs, et j'avais mes statistiques qui se stabilisaient, on va dire, je gardais toujours le même niveau. On m'a toujours dit que tant que tu te stabilises pas au niveau de tes stats et de tes performances à ce niveau-là, tu peux pas prétendre à... Et voilà, et ça faisait une saison que je gardais quasiment le même rythme. Je tournais avec 13-14 arrêts de moyenne. Donc je me suis dit, peut-être que j'aimerais passer au niveau au-dessus, me faire prêter dans un club de D2. Et il était temps de partir. Et Patrice Canaillé a été tout à fait compréhensif et m'a libéré et m'a encouragé dans cette direction. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a appuyé à Massy et qui m'a aidé à signer là-bas via aussi mon agent. Mais du coup, j'ai signé à Massy et avec le bol que j'ai eu, Massy s'est qualifié suite au playoff et ils sont montés en Lidl Star League, donc j'ai pu jouer directement en Lidl Star League. et Et alors sans parler justement, vas-y Sim, pardon, vas-y excuse-moi. Sim. Sans parler de ton engagement avec Dunkerque actuellement, si demain tu recevais un coup de fil de Patrice Canaillé pour dire qu'il serait intéressé pour te faire revenir à Montpellier, tu faisais un petit peu l'éloge du centre de formation et des grands joueurs qui en étaient sortis. Est-ce que tu te poserais la question ou aujourd'hui tu es complètement focus sur ton contrat avec Dunkerque? Moi, je viens de re-signer avec Dunkerque jusqu'en 2023. Je suis focus. Après, bien sûr que s'il y a un club où mon club de cœur et au-delà du sportif, j'ai d'autres raisons de rentrer à Montpellier. J'ai ma vie là-bas, donc forcément que s'il y a un club qui me ferait réfléchir, c'est bien Montpellier. Après, c'est pas d'actualité du tout, et donc voilà, je me sens très bien ici, Est-ce qu'un joueur, de ton niveau, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, est-ce que tu reçois quand même pas mal de demandes pour jouer dans d'autres équipes, que ce soit à l'étranger? Est-ce que c'est quelque chose assez... enfin, je ne sais pas du tout comment ça marche. Ouais. Avant de re-signer cette prolongation, j'ai eu des propositions en France et à l'étranger. Et voilà, non, j'ai réfléchi et je me sens bien à Dunkerque, donc j'ai tout de suite signé à Dunkerque. Mais là, maintenant que je suis sous contrat, à l'heure actuelle, non, j'ai pas de. Parce qu'il me reste 2 ans de contrat et c'est pas comme au foot où on va pouvoir te libérer 2 ans de contrat comme ça. C'est pas les mêmes moyens financiers. Donc voilà, je pense que je fais mes années de contrat, on verra ce qui se passe par la suite, mais voilà, je suis bouclé à Dunkerque et j'en suis très heureux. Avant de parler de ta saison à Massy, qui a été peut-être ta meilleure saison statistiquement parlant, en tout cas en professionnel, moi je voulais revenir sur la formation. Tu parlais de la formation à Montpellier. Est-ce que tu as des gardiens qui t'ont inspiré dans tes entraînements, dans ce que tu pouvais voir, dans ce que tu pouvais regarder, que ce soit à l'étranger ou en France? Est-ce que tu as des mecs un peu qui t'ont inspiré? Ouais, en fait, j'ai eu la chance de faire une belle période à Montpellier où j'ai croisé de très grands gardiens.
Ma première année, on va dire, où je côtoyais un peu les pros, j'ai eu la chance de croiser plusieurs fois Titio Meyer, de m'entraîner avec, de le voir, de voir comment il travaillait quand il revenait de Kiel. J'ai eu derrière la chance d'évoluer avec Venio Losert, si certains connaissent, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais qui a été un très grand gardien croate avec un palmarès hors norme. Suite à ça, il y a eu la paire Arnaud Siffer et Vincent Gérard, qui est la paire que j'ai adoré et que j'ai vraiment kiffé la vie avec ce duo-là parce qu'ils m'ont vraiment intégré à leur groupe. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment intégré le groupe professionnel. Et ils m'ont super bien intégré, que ce soit Vincent ou Arnaud. Et c'est là où je pense où j'ai le plus bossé cette saison-là avec eux deux. Ils m'ont vraiment fait travailler, surtout Arnaud, qui est vraiment dans cette démarche-là qui était plus sur la fin de carrière et que du coup, il transmettait un peu plus. Vincent, lui, arrivé encore, je crois qu'il avait 29, je crois, quand il est arrivé. Donc, il était dans une autre optique de perf. Et puis, les rôles étaient bien établis. Vincent était numéro 1 et Arnaud numéro 2. Donc, Arnaud, voilà, moi, j'ai toujours eu Vincent comme idole. Et de par sa technique et ce qu'il dégageait à Dunkerque. Et voilà, donc ouais, pour ça, j'ai vraiment eu une chance énorme d'évoluer avec ces mecs-là et je me suis inspiré de tout ça. Et même ma dernière saison, quand Nico est arrivé, il m'a fait progresser parce qu'il avait une autre façon de gauler, une autre vision. Et du coup, j'ai pris un peu de tout ça pour en faire mon style. Et voilà, et encore aujourd'hui, je travaille avec ce que j'ai vu à ces époques-là à Montpellier parce que voilà, pour moi, ça a été les meilleurs à ces moments-là. Et quand je vois un gardien comme Nico en ce moment, je suis content d'avoir voilà, évolué avec lui parce que il m'a beaucoup apporté et je pense que ça payera dans les années à venir. Tu disais, Samir, là, tu parlais du coup, on revient sur les années Montpellier. Tu as signé du coup après à Massy en 2017-2018. Faut savoir que Ouais, cette saison-là, et moi j'ai découvert un peu les stats en préparant, tu es élu meilleur espoir déjà du championnat. Tu es ouais, deuxième gardien au classement des arrêts. Tu fais 299 arrêts en 26 matchs. Faut se rendre compte un peu, c'est monstrueux, c'est quasiment 11 arrêts par match, je crois. Malheureusement, vous êtes relégué en fin de saison. Est-ce que ouais. toi, tu as l'impression que c'est un peu ta saison, je ne sais pas si on peut appeler déclic, mais est-ce que tu as l'impression que c'est un peu ta Oui, saison qui t'a révélé, on va dire? oui, c'est clairement la saison qui m'a révélé, je pense. Dunkerque m'a contacté assez tôt dans la saison et je m'étais engagé très, très tôt avec Dunkerque. Mais après, avec du recul, ça a été aussi une saison qui m'a un peu mis dans le dur à mon arrivée à Dunkerque parce que faut se rendre compte que quand tu joues à Massy avec des objectifs de maintien et que tu te dis tous les week-ends tu vas jouer et tu te dis c'était vraiment, faut savoir, Massy c'était vraiment une saison où on a adoré ce qu'on faisait, on a kiffé chaque moment et on allait jouer à Paris, c'était un rêve pour tout le monde, on allait jouer à Montpellier, c'était un rêve pour tout le monde. On avait ce côté un peu, on va dire, amateur et des fois on laissait un peu le côté professionnel et du coup faut savoir qu'à cette époque-là, je faisais 299 arrêts, mais je prenais aussi, je sais pas combien de tirs dans la tronche. Et voilà, parce qu'on n'était pas la meilleure défense du championnat, on n'était pas la meilleure attaque du championnat. Et du coup, j'étais plus mis en valeur parce que j'avais beaucoup d'occasions de me mettre en valeur, on va dire. Et du coup, ouais, ça a été une super saison pour moi. Même moi, ça a été un rêve de gosse ce qui s'est passé, d'avoir gagné un trophée individuel sur cette saison-là. Dès ma première saison professionnelle, forcément des étoiles plein les yeux. Et j'ai peut-être eu du mal à redescendre justement en arrivant à Dunkerque parce que je pensais réitérer la même saison, sauf que à Dunkerque, tu arrives, c'est la meilleure défense du championnat depuis quelques années, ou une des meilleures en tout cas. Et tu n'as plus 50 tirs par match, tu en as peut-être moins. Et du coup, il faut faire. Tu feras, c'est ce qu'on m'a toujours dit, je ne ferai jamais 20 arrêts à Dunkerque parce que tu n'auras jamais l'occasion de faire 20 arrêts. Parce qu'on n'aura jamais plus de 35 tirs par match. On a une très grosse défense. Mais du coup, il faut faire le peu d'occasions que tu as, il faut faire le bon arrêt, justement. Et ma première saison, je me prenais la tête parce que je faisais des matchs à 10 arrêts, 11 arrêts, 12 arrêts. Sauf que je faisais aussi des 12 arrêts, mais à 45% ou 50%. Mais j'étais pas content de moi. Et j'ai eu une saison du coup de haut de bas à faire des prestations médiocres pendant 5-6 matchs et sortir une prestation. Donc ça a été, la première année a été très dure. Et du coup, là, maintenant, j'arrive avec ce recul à me dire, faut que tu oublies Massy. Ce qui s'est passé, ouais, c'était un pur kiff. Voilà, tu t'es régalé. C'était limite du tir au poste chaque week-end. Maintenant, faut apprendre à faire l'arrêt quand il faut, où il faut et aider ta défense, quoi. Et justement, t'en parles. Alors, pour
pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas, tu restes une saison, Massy est relégué. Comme tu l'as dit, toi, tu t'étais déjà engagé avec Dunkerque l'année d'après. C'est quoi la différence, hormis donc, ce que tu viens de nous expliquer, le fait de prendre beaucoup de tirs, c'est quoi la différence même d'un point de vue structurel entre un club comme Massy et un club comme Dunkerque pour que les gens ils se rendent compte un peu de ce que pouvait être Massy et de ce qu'est aussi Dunkerque, qui est un club quand même historique? Bah, c'est un changement de monde. Bon, ça va, ce côté-là, je l'avais parce que j'étais fraîchement parti de Montpellier, j'ai vécu qu'un an après Montpellier, le côté structurel, bah, j'ai pas eu du mal à m'adapter, mais il faut savoir que voilà, entre une équipe de D2 comme Massy, qui est une très bonne équipe de D2, hein, qui est toujours dans le top 5, top 4 de D2, qui se qualifie chaque année en playoff, mais qui a très peu de moyens, on va dire, financiers, et une équipe comme Dunkerque, qui est historique, qui est d'ailleurs le dernier champion de France hormis Paris, hein, c'est le dernier champion de France en titre hormis Paris, c'est Dunkerque. Et, la différence, elle est énorme. L'intensité des entraînements, les déplacements. Et puis voilà, comme je l'ai dit, quand tu arrives à Toulouse ou à Saint-Raph ou à Nîmes ou à Montpellier même, parce que depuis que je suis à Dunkerque, on perd contre Montpellier, mais on perd d'un but, deux buts, c'est toujours très accroché. Et ben, quand tu arrives dans ces gymnases-là, bah, tu viens plus pour limiter la casse, tu viens pour aller chercher des points. Et c'est une toute autre approche, que ce soit l'entraînement, que ce soit avec Massy, quand on jouait ces clubs-là, on se dit, bon, allez, on va prendre du plaisir, on défend bien, on donne une bonne image, on préparait les matchs, c'était pas la même préparation de match, c'était pas pareil, quoi. C'était pas ce qu'on vit avec Patrick, qui est un des meilleurs coachs du championnat. Donc voilà, c'est assez c'est différent et ça m'a fait du bien. En tout cas, je suis très content justement pour ce côté-là. Et comment se prépare une saison, on va dire, vous revenez en juillet, août, il y a une préparation, enfin, avoir un peu les grandes lignes d'une préparation, d'une saison. Ouais. Ben, on revient en juillet, mi-juillet, aux alentours fin juillet, aux alentours du 18-20 juillet. Voilà, on a un gros bloc physique pendant quasiment 2 semaines. Enfin, nous, en tout cas, à Dunkerque. Bon, cette année a été très différente avec le Covid. Je ne parlerai pas de cette année parce que on ne peut pas s'y référencer, mais en tout cas, nous, habituellement, cette année, on a quasiment eu presque un mois de prépa physique, que de physique, parce que après 4 mois d'arrêt, on est obligé de remettre les organismes en place et éviter les grosses blessures. Donc voilà, en temps normal, on fait un bloc de 2 grosses semaines de physique entre pistes, muscu, un peu de ballon, mais très léger, mais c'est beaucoup de pistes et de muscu. Suite à ça, on attaque du handball. Nous, à Dunkerque, on attaque les matchs très vite. Il m'est déjà arrivé, au bout de 3 jours de handball, la première saison, on a fait 2 semaines de physique. Et le mercredi handball, jeudi handball, vendredi handball, et samedi, on part en tournoi en Allemagne. Donc, à Dunkerque, ils sont fans de vite reprendre les matchs de hand et apprendre, en gros, reprendre sur le tard. Donc, nous, à Dunkerque, on reprend un peu avec beaucoup de matchs, en fait, en pré-saison. Et voilà, donc quasiment juillet jusqu'à 10 août physique, et après du 10 août jusqu'à la fin du mois, début septembre, que des matchs amicaux, des tournois à droite, gauche. Donc voilà, beaucoup, en tout cas, Dunkerque, on est fan de beaucoup de matchs. Cette année, on a quasiment fait presque 8 matchs, je crois, 8 ou 9 matchs en pré-saison avec les tournois. Donc ouais, voilà, ça se passe comme ça, avec des journées très rythmées, matin, après-midi. Voilà, beaucoup de siestes, mais t'as pas beaucoup de temps libre, même si c'est le mois d'août, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. C'est quelque chose qui est dans la vie d'un joueur pro. Ouais, la pré-saison, c'est vraiment le truc, oh, ça nous emmerde un peu ou alors au contraire ouais, ça y est, c'est parti, ou on Non, non, attend non. vraiment. Bah, franchement, non. Bah, forcément, pour un gardien de but, les 2 premières semaines, c'est pas les plus marrantes. Euh, Moi, j'ai appris à aimer cette année la course. Les années d'avant, j'étais pas très fan. Cette année, je me suis régalé, on va dire. Mais non, non, moi, c'est vraiment la partie de l'année que je préfère le plus parce que tu retrouves tes potes avant tout. Tu retrouves les mecs avec qui tu vis H24. Faut se rendre compte que des joueurs pro, au final, je vois plus certains joueurs que mes potes, voire des fois que ma compagne. Donc,
Là, ces derniers temps, j'ai vécu 10 jours avec des joueurs et j'ai pas vu ma compagne pendant quasiment 15 jours. Donc voilà, c'est une vie complètement différente du monde amateur. On se voit tous les jours, matin et soir. Et donc, ouais, non, moi, c'est ma partie préférée parce qu'il n'y a pas de pression. Tu joues des matchs, tu prends du plaisir, tu reprends. Tu as un peu ce côté, du coup, ce que je vivais un peu dans le monde amateur, quoi. Du coup, tu perds, tu gagnes, c'est pas très grave. C'est une pré-saison, tu te prépares, tu es là pour te préparer, pour répéter. Donc voilà, les fins de match, c'est pas les mêmes. Tu t'entraînes, tu vas jouer des matchs, tu prends un peu plus de plaisir. Parce que tu sais qu'en saison, quand tu arrives au mois de novembre, qu'il faut gagner des matchs pour te qualifier en Coupe d'Europe, assurer ta place, c'est pas le même délire. Donc ouais, non, non, moi c'est ma partie. Franchement, la préparation estivale, c'est ma partie préférée de saison parce que voilà, en plus il fait bon, il fait chaud, tu voyages. Non, franchement, pour moi c'est top en tout cas. Et Samir, je reviens sur tout à l'heure, tu l'as un tout petit peu évoqué, tu as commencé à l'évoquer, et c'est vrai que c'est un truc dont moi aussi je voulais parler avec toi. On sait qu'à Dunkerque, le coach, c'est Patrick Casal. Alors, Patrick Casal, pour ceux qui regardent et qui ne connaissent pas, il a fait partie des Barjots, c'est une des légendes du handball français. Ça fait quoi d'avoir un coach, justement, qui a ce passé de joueur, et puis qui a l'air aussi d'être un coach à fort caractère. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on Bah, peut percevoir de lui quand on regarde parfois les matchs. Ouais, bah, c'est ce que je percevais de lui aussi avant d'arriver. Mais le jour où il m'a contacté pour venir à Dunkerque, c'est lui qui m'a appelé personnellement. J'ai pas eu le président ou quoi que ce soit. Il m'a appelé après notre match où on est venu avec Massy, notre premier match. Il m'a demandé mon numéro à la fin du match. Il m'a appelé dès le lendemain dans le train. L'avoir au téléphone, j'étais très impressionné parce que voilà, moi j'ai grandi avec ce coach à la télé, en Ligue des Champions, leur année de champion de France. Enfin voilà, et il est très impressionnant. Mais quand on le connaît, en fait, c'est quelqu'un qui est, c'est quasiment on est une équipe très jeune, hein, nous à Dunkerque. Je suis quasiment un des plus, on va dire âgé. J'ai 26 ans, mais on est une équipe qui tourne autour de 24, 25, 26 quoi, avec peut-être deux mecs de plus de 30 ans. Donc, c'est un peu un père. Enfin, il a ce côté paternel avec nous, où il va nous mettre, il peut nous tomber dessus pour des erreurs de comportement, des petits trucs. Il va nous tuer à l'entraînement. Mais après, en déplacement, c'est quelqu'un de très humain, avec qui on peut discuter, partager des moments, échanger facilement. Et moi, en arrivant ici, j'arrivais pas à avoir cette proximité-là avec lui parce que je le voyais à la télé. On le voit, bien sûr, que quand on le voit à la télé, moi le premier, hein, quand on le voit à la télé, on croit que c'est le mec qui gueule tout le temps, tout le temps râleur, tout le temps, mais alors que pas du tout. Il est dans les matchs parce c'est un ancien joueur justement qui vit les matchs comme ses joueurs. Et, et moi, c'est pour ça que je suis venu parce que un coach sanguin comme ça qui te pousse et voilà, ça amène une certaine émulation à l'entraînement. Mais voilà, mais en tout cas, en dehors du terrain, il n'est pas du tout comme ça. C'est quelqu'un qui est très calme et posé. Et voilà, j'ai appris à le connaître. Et c'est comme j'ai dit, il a ce côté paternel avec nous. Et c'est ça qui est top, quoi. Alors, on nous demande sur le live, Samir, et alors je t'avoue que j'ai la référence, tu vas peut-être pouvoir nous dire. On nous demande si tu veux expliquer l'histoire des chaussures à Tremblay. Les Alors, est-ce que chaussures tu à sais ce que trembler. c'est ou pas? Ouais, ma première saison. Ouais, bah oui, elle m'avait suivi cette histoire. Ma première saison à Dunkerque, on se qualifie en finale de Coupe de France et on part justement jouer Tremblay. Et 3 jours après, on avait la finale à Bercy. Du coup, on a fait le voyage d'une traite. Enfin, on est resté à Tremblay, on a joué à Tremblay. Et arrivé à Tremblay, en fait, dans l'excitation du départ à Bercy, tu prépares ta valise, un peu superstitieux, tu prends tous tes trucs porte-bonheur, tes trucs aussi. En préparant ma valise, je pars du vestiaire, je prends mes chaussures, je la mets dans ma pochette à chaussures, sauf que j'ai 3 ou 4 fois la même paire humelle de Spédial, là, enfin ma paire de chaussures, j'ai 4 fois la même. J'ai le stock dans mon casier pour la saison, et 4 fois la même du même coloris. Donc forcément, en préparant, j'ai pris 2 pieds droits. Et je les mets dans ma pochette. Et j'arrive bref, on part à Tremblay, on prépare le match et tout. Et le lendemain, arrive à la salle, je joue ma pochette de chaussures, je mets mon pied droit et je vais pour mettre mon pied gauche et je me rends compte que c'est un pied droit. Et là, du coup, impossible. J'ai quand même essayé en plus, hein. J'ai quand même essayé de rentrer mon pied et de lasser mes chaussures. J'ai dit, c'est pas possible, je vais pas jouer. Je vais jouer comment? Et j'avais une paire de sneakers du même équipementier et vraiment une paire de ville, quoi. Une paire avec, bon, ça va, avec un peu de ressort.
Et du coup, je mets du strap sur la paire pour à mes talons, comme j'ai l'habitude de faire, pour glisser et tout. Et je joue le match avec ça. Et au final, je fais un très bon match. Je crois que je fais peut-être 45 ou 50% d'arrêt. Et on gagne le match. Et je fais ce match-là. Et Patrick vient me voir à la fin du match. Il l'avait remarqué tout le match. Et heureusement qu'on a gagné parce qu'il vient me voir dans le bus. J'étais au téléphone. J'avais mes écouteurs. Et il m'enlève mon écouteur et il me dit: Tu te rends compte de ce que tu as fait ce soir et tout, mais d'un air très sévère. Et moi, j'ai fait mine de rien. Je pensais qu'il n'avait pas percuté, en fait, qu'il n'avait pas vu, qu'il s'est dit c'est des paires de handball, vu que c'est la marque Hummel et tout. Il va pas calculer. Je pensais que personne l'avait vu, quoi. Et en fait, le pire dans l'histoire, c'est que j'avais mis la pression à un jeune. Il y avait un jeune du centre qui était avec nous, qui avait des chaussures de ma pointure. Et je lui dis: Écoute, sincèrement, on va pas se voiler la face. Je pense que tu vas peut-être pas beaucoup jouer ce soir. Donne-moi tes chaussures et à la limite, si on voit qu'on prend large à la mi-temps et qu'il me fait sortir, je te les file à la mi-temps. Mais j'ai dit sincèrement, toi comme moi, on sait très bien. C'était vraiment un jeu du centre qui n'avait pas démarré le match. Tu sais très bien toi comme match. Donc si tu étais chaud sur la vie. Et sauf qu'à ce moment-là, l'entraîneur adjoint avait vu la scène. Il m'a dit mais ça va pas la tête et tout. Il m'avait engueulé. Et moi, j'ai dit, tant pis, je vais jouer avec ça. Ça s'est très bien passé. Et Pat Casal est venu, il m'a passé un savon parce que il m'a dit: Imagine, tu te blesses à 3 jours de la finale avec des chaussures comme ça, tu te fais une cheville, un genou. C'est vrai que c'est des chaussures qui tiennent rien du tout. Hein. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire des chaussures. Mais bon, derrière, j'ai eu le temps de récupérer les chaussures pour la finale. J'ai pu aller en récupérer une paire et voilà. Ça, Samir, il faut savoir, c'est un truc très très compatible avec le niveau de jeu qu'on peut avoir au club. C'est un truc qui pourrait nous arriver. Donc, Exactement. c'est les maillots oubliés. On a tous connu ça à nos niveaux. Hein. Après, c'est vrai qu'en professionnel, ça doit un peu moins bien passer. Non, ça passe moins bien. J'ai payé une amende et voilà, j'en ai rigolé sur le moment. Mais je pense que si j'avais fait un mauvais match et qu'on avait perdu, déjà, je l'aurais eu mauvaise. Et si en plus je m'étais blessé avant la finale de la Coupe de France et pas vivre la finale pour ça, je pense que ça aurait été très très dur. Mais voilà. Maintenant, grâce à cette histoire, je fais doublement attention avant chaque départ. Tous les départs, je fais très très attention maintenant à tout et je suis plus appliqué. Autre question sur Dunkerque, on nous demande sur le live, on nous demande un peu si Cornel Nagy, c'est un peu le deuxième papa de l'équipe. Est-ce que tu peux expliquer un peu son rôle? Parce qu'il fait partie des anciens un peu dont tu as parlé que vous aviez une équipe jeune. Bien sûr. C'est le dernier joueur à faire partie de cette équipe championne de France, de cette génération. Alors, c'est pas un papa, mais c'est comme un grand frère, en fait. Coco, c'est un mec qui est. Je l'ai toujours dit, je sais pas si ça m'arrivera ailleurs, mais pour moi, c'est le joueur le plus classe que j'ai rencontré dans ma carrière. Et j'ai évolué à Montpellier, j'ai vu des stars. Mais en termes de classe, je pense que lui et Mika Guigou, c'est quand même deux joueurs. Et Valentin Porte, c'est quand même des joueurs, 3 joueurs que je retiendrai dans ma carrière. Et voilà, et Coco, il a ce côté, voilà, classe. C'est on va dire, le joueur parfait. Il fait aucune erreur. Dans la vie de tous les jours, il est toujours bien apprêté, toujours, voilà, c'est toujours le mec à l'heure, pointilleux. Enfin, il est adorable. Donc, ouais, c'est un peu le grand frère dans l'équipe. Et c'est en tout cas, tout le monde lui montre un énorme respect pour ce qu'il a accompli, ce qu'il a gagné avec Dunkerque et ce qu'il fait encore sur les terrains. Puis il nous fait encore, enfin là, en ce moment, il nous fait une saison incroyable aussi. Il a un apport offensif et défensif. Voilà, à son âge, il joue 60 minutes par match, attaque, défense en numéro 3. Donc, c'est vraiment, ça restera pour moi un grand monsieur du championnat de France en tout cas. Et ouais, il a ce côté, voilà, c'est pas un papa, mais c'est le côté grand frère avec tout le monde. Ouais. Dernière chose sur Dunkerque, et on l'a vu, moi, on a vu la nouvelle il y a quelques temps. Je voulais parler un peu de ta relation avec Oleg Rams qui est parti. Alors, il faut savoir, Oleg Rams, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas, c'est ton binôme Samir depuis que tu es arrivé à Dunkerque en tant que gardien, qui a quitté le club récemment. Est-ce que tu peux nous parler, on a vu 2-3 interviews où tu parlais de lui, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec lui et puis plus particulièrement de l'importance de la relation d'un binôme de gardiens à votre niveau, enfin, à tout niveau, mais plus particulièrement à tout niveau? Écoute, ça a été dur un peu là, c'est les de le voir partir parce que ça a été le meilleur binôme avec qui j'ai vécu parce que c'était maintenant top. Comme dès que je suis arrivé, il m'a super bien accueilli. C'est quelqu'un qui est pas très bavard, c'est un Russe
école russe qui est très fermée, très froid au premier abord, mais qui a été adorable et c'est un mec super attachant. On partageait tout, hein. On partageait les buts, on partageait la chambre en déplacement. C'était mon binôme aussi à l'hôtel. Donc voilà, on était tout le temps ensemble en déplacement. Donc voilà, on avait une relation, voilà, c'était un peu l'ancien et qui calmait. Moi, j'étais un peu le jeune foufou, toujours un peu expressif dans les matchs, à gueuler dans tous les sens. Et voilà, et là, bon, il a arrêté subitement sa carrière pour des raisons perso, mais ça a été, c'est voilà, 3 ans que j'ai kiffé à ses côtés. En plus, Oleg Grams, pour ceux qui connaissent le handball, c'est quand même un grand nom du handball mondial, pas que dans le championnat de France. Ça a été, avant d'arriver en France, il a évolué toute sa vie à Tchekhov, le meilleur club russe. Et il a joué des finales de Ligue des Champions, il a gagné des titres, il a joué des Jeux Olympiques avec l'équipe nationale. Donc c'est un monument du sport russe et du handball mondial. Et moi, je suis arrivé avec vraiment ce regard-là un peu fanatique. Et voilà, et ça en est construit une relation, j'oublierai jamais. Hein, c'est vraiment humainement, voilà. Ça a été, je pense, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé de tomber avec un mec comme ça. Parce que, par exemple, ma saison à Massy, j'étais avec un autre binôme, ça s'est très mal passé. Dès mon arrivée, avec un mec plus ancien qui pensait être numéro un et qui n'a pas accepté que je puisse prendre la place. Et avec collègues, ça s'est fait sur 3 ans. Je suis arrivé en tant que numéro 2, lui numéro 1. On a travaillé, voilà. Et les saisons se sont suivies. On a été numéro 1 tous les deux. On s'est partagé les matchs. Et cette année, ça s'est un peu inversé. Je suis passé quasiment numéro 1 et il était là en soutien. Et il n'a jamais été, mais jamais, à aucun moment, il a été médisant ou il a été humainement, jamais de coups bas. Ça a été une concurrence très saine. Et c'était même pas de la concurrence parce que moi, quoi qu'il arrivait, peu importe les résultats, peu importe les perfs, pour moi, ça reste une légende. Et même s'il jouait moins, ça restait une légende, ça restera un super gardien. Donc voilà, et lui savait très bien que voilà, il restait très peu de temps de carrière et que moi, je venais de débuter la mienne. Donc il y avait cette relation-là et c'était super, c'était top et c'est très important. Et là, je vis justement en binôme avec le jeune du centre de formation qui est avec moi. Et ça se passe super bien. Et du coup, on a inversé un peu les rôles. Je suis un peu le plus ancien. Et du coup, j'essaye de me calmer, moi, et d'être dans le partage. C'est la première fois de ma vie où je suis un peu le papa des deux et le daron et partager un peu le poste et essayer de l'aider sur le poste. Et donc, ça se passe très bien aussi avec le binôme avec qui je suis actuellement, le jeune Quentin Hulot, qui est un gardien très prometteur et avec qui on s'entend super bien. Et justement, on nous demande comment, vous avez quand même un groupe qui est relativement jeune, tu l'as déjà dit. Comment ça se Ouais. passe les adaptations, des jeunes, notamment, là, comme tu disais, Quentin? Et puis est-ce que toi, de ton point de vue, est-ce qu'il y a des futurs, on va dire très, très bons joueurs, notamment à Dunkerque chez vous? Est-ce que tu vois dans certains jeunes des futures pépites, on va dire? Ouais, 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 on a un très bon groupe jeune. Ils ont un très bon centre de formation avec pas mal d'internationaux, pardon, dans plusieurs catégories. Je crois qu'il y a 6 joueurs en équipe de France. Et ouais, ouais, on a des très bons joueurs. Voilà, là, ils ont signé 2 joueurs pro, Gabin Martinez et Gauthier Crépel, qui intègrent le groupe pro dès l'année prochaine et qui jouent avec nous depuis quasiment 1 an et demi tous les deux. Et là, plus récemment, on a des jeunes qui sont venus combler l'effectif avec ce jeune gardien qui, pour moi, sera un très, très bon gardien d'avenir s'il continue à travailler. Et je pense vraiment que ça sera un très bon gardien. Quant à Hulot et un jeune ailier gauche, Dylan Tossin. Et avec l'année prochaine, un jeune pivot qui, pour moi, sera la pépite dunkerquoise sans lui mettre trop de pression. Mais Baptiste Capel, qui est un pivot qui me fait penser un peu à Ludovic Fabregas à Montpellier, donc qui a la même gestuelle, un peu le même gabarit, voilà, défenseur numéro 3, un peu le même personnage, très renfermé, très timide, travailleur. Donc voilà, ouais, il y a vraiment un bon centre de formation et ils l'ont montré là. On a joué Paris il y a 2 semaines et bon, sur les 10 dernières minutes, Pat a fait tourner, a mis les jeunes joueurs et ils ont fait une belle rentrée chacun. Donc voilà, ouais, il y a vraiment une belle génération et ce groupe jeune et en plus humainement c'est des bons mecs et ils apportent de l'énergie au groupe et on vit vraiment très bien ensemble, quoi.
La meilleure paire de gardiens pour toi en Lidl Star League cette année. Le meilleur gardien, enfin, difficile à dire. Difficile. J'aurais dit, je pense, il y en a beaucoup. Enfin, j'aurais dit la paire peut-être Débonnet et Théodore Paul à Nîmes. Après, sans prétention, je pense qu'Oleg et moi, on était plutôt pas mal aussi. Je veux bien m'inclure dans ce duo-là parce que je pense qu'on était une bonne paire. Il y a la paire aussi, d'ailleurs, je vois le maillot, mais il y a la paire nantaise aussi, du Moulin-Nielsen. Voilà, je pense que c'est des paires très complémentaires. Mais voilà. Ouais, je pense que pour moi, la meilleure, je pense que c'est Débonnet et Théodore Paul. D'accord. Ok, merci à toi, Samir. On va passer sur la troisième partie. Il y a deux petits quiz. Le premier, c'est un petit Fast and Curious. Je pense que tu connais, tu as déjà vu un peu le principe. Tu as deux possibilités et puis tu réponds assez rapidement. Tu as le droit à un joker, par contre, pas deux. On verra. Tu te mettras peut-être des gens à dos. Allez, on est parti. Tu es plutôt film ou série? Allez. Série. Twitter ou Instagram? Trop dur. Mais vraiment Twitter, parce que c'est vraiment le réseau le plus drôle qui existe. Ok. Ligue des Champions ou Lidl Star League? Ligue des Champions, c'est-à-dire handball, on parle toujours de handball, oui, bien sûr, handball. Ligue des Champions. On ne parle pas de foot ici, Samir. T'es plutôt faire un pastis ou mettre un but? Pardon, j'ai oublié. LeBron James ou James Harden d'abord? Pardon. LeBron James. LeBron James, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais t'es grand fan de sport US, non? Ouais, mais LeBron James sans hésitation. Et j'espère que mon collègue Tom Pelayo regarde le live et qu'il a bien vu ça, parce que lui, c'est vraiment le fils de James Harden. Et parler de James Harden, c'est faire injure. Donc voilà, je dirais bien Will Ford, LeBron James, meilleur joueur de l'histoire du basket. Ok. Faire un pastis ou mettre un but? Mettre un but. Ouais. Tom Pelayo ou Oleg Grams? C'est dur, mais quand même mon frérot Tom Pelayo, vraiment, c'est vraiment mon petit ref. Patrick Casal ou Tariq Ayatoun? C'est dur ça aussi, Joker ça là. Joker, ok. Séance vidéo ou séance entraînement? Séance entraînement. T'es plutôt en avance ou en retard? Avance. Zinedine Zidane ou Tony Parker? Zinedine Zidane. Ok. Et Dunkerque ou Montpellier? Pour la vie, ma vie, Montpellier, mais pour le handball, je dirais Dunkerque. Ok, tu t'en es bien sorti, c'est pas mal. On va passer à la dernière partie, au quiz. Je réexplique rapidement le principe. Tu vas jouer contre nos deux licenciés. Okay. Petite info, Samir, très, très gentiment, nous a proposé de donner une tenue d'entraînement si jamais les licenciés avaient gagné. Donc, je vous mets un peu la pression, les gars. C'est sympa de ta part, Samir. On espère que les gars vont être pas trop mauvais. On y va. On va démarrer avec la première question. À chaque fois, je vous dis si vous devez demander la parole ou si c'est le premier qui répond. Comme ça, on va essayer de se gérer. Là, le premier qui répond a la bonne réponse. D'accord. Combien de titres possède l'US Dunkerque handball? Je dirais je dirais 5. 5, ok, les gars, c'est quoi votre réponse? Nous, on dit 6. Ouais, putain, 6 peut-être. Vous dites quoi? Mettez-vous d'accord, les gars. 6. Il a hésité avec. Laisse-moi. Attends, je recompte. Okay. Nous, on dit 6. Moi, je dis 5. Ok. Point pour Samir, c'était 3. Merde. Coupe de France en 2011. Coupe de France en 2011. Coupe de la Ligue en 2012. Ah, mais il en manque un. Il manque Trophée des Champions, je pense. Ah, j'ai pas compté les trophées des champions. Ah, ok. Moi, je les ai comptés. Je crois qu'il y en a un ou deux. Ah oui, alors je l'ai pas dit. J'ai dit j'avais noté Coupe de France, Coupe de la Ligue et Championnat de France. Okay. C'est pour ça. Parce et que il y en a je crois 3 qu'il y a deux. Coupe de France 2011.
Coupe de On la met un Ligue en peu. 2012 et forcément champion de France en 2014. Ouais. Point pour Samir, de toute façon. On il y met a un pas peu de- partout de parce discussion possible. que non. Non, un point pour Samir. Non, mais je pense qu'avec le trophée des champions, ça faisait 5. Je pense qu'il y avait 2 trophées des champions, je crois. On vérifiera ça après. Ok. Deuxième question. Quel joueur détient le record du nombre de buts marqués lors d'un championnat du monde? Kirill Lazarov. Ouais, Bonne réponse. j'allais le dire, Bonne ouais, réponse. ouais, Kirill putain. Lazarov. Nantais. Bonne réponse. Kirill Bien Lazarov. joué, Exact. bien joué. Kirill Lazarov. Un partout. Troisième question. Attention, celle-là, Samir, Simon, normalement, vous êtes un peu avantagés. Quelle équipe NBA possède le plus de titres? Ah, Boston. Je suis Boston. Non. C'est, mais non. C'est- Le plus de... Votre réponse. Alors, je veux la réponse de Samir d'abord. Si, c'est Boston. C'est Boston. J'allais dire Boston. pareil, mais c'est Simon, Boston. qu'est-ce que vous dites? J'ai hésité. Attends, parce que j'ai hésité avec les Lakers. Ah, il y a peut-être... Moi, j'avais dit Boston. Ouais. On va mettre les Ok, cartes. alors, on va vous mettre d'accord. Ah, c'est Chicago. La réponse, c'est aucun des deux, puisque c'est Boston et les Lakers qui sont à ex-aequo. Par contre, vous pouvez gagner un point. Combien de titres ils ont? Le plus proche remporte le point. Les Lakers, 17. je dirais 7. Combien tu dis? Alors, Simon, vas-y, votre réponse. 17. Samir? 17 pour qui, tu dis? Les deux, du coup, au total. Ah, au total. Ouais, parce que moi j'avais 17 pour les. Ouais, moi je pense 15. Ok, alors point pour les gars, puisque la réponse était 17 titres Oh putain, pour Boston et les Lakers. Au taquet. Donc Il y a ça un- fait, il y a un- Là, si tu peux voir, il y a un petit tableau de LeBron derrière. Là. belle. Magnifique. si je ne me trompe pas, 2-1 pour les gars. Vous êtes bien partis Oui, pour gagner. Quatrième question, combien Attends, de il y a combien de joueurs? questions? Il y a combien de questions? Il y en a 7. Il y en a 7. Ah, ça va, bien parti pour gagner. Attends. Ok. On voit le compétiteur. Quatrième question. Combien de joueurs du 7 type du dernier championnat du monde masculin est-ce que vous êtes capable de citer? Ouais. Tu dirais, les dis pas. Alors attends, on va ok. procéder en enchère. Samir, tu dis combien tu peux en donner, sans les donner pour l'instant, mais juste le chiffre. Combien tu peux en donner? Ouais, je pense 5. Ok, les gars, est-ce que vous pouvez en donner 6 ou pas? Bah, on va enchérir. Hein. 6? Bah, je sais pas. On gagne, hein. Parce que s'il se trompe, il n'y a pas de point. Le point n'est donné pour personne. Je n'en ai pas 6 pour FIFA. Si tu le penses, on va pas Ok, prendre le risque. les 5. Et Samir, si tu me donnes à chaque fois les clubs, tu as le droit à un point bonus en plus Ok. sur les 5. Alors, C'est parti. dans les cas, je crois que c'est Palika qui joue à Ok, Rhein-Neckar. si tu me donnes le club, ok, Rhein-Neckar. c'est bon. Ça fait À 1, l'aile gauche, c'est Ampus Vaneux qui joue à Flensburg. ça fait 2, Mikel Hansen qui joue à Paris. ça fait Hugo 3, Fabregas qui joue au Barça. ça fait 4. Il est bon. Attends, parce que ça va être dur côté droit. Ah putain, le demi-centre, j'ai mal. Alors, je te file un petit coup de main. Il y a un Suédois, un Danois et un Espagnol sur ce qui te reste. Ok, alors. Tu donnes les points. Quoi. Attends. Un Suédois, un Danois et un Espagnol. Je ne donne pas les postes où ils sont, mais. Ah, mais oui, je suis bête. Suédois Gottfridsson Ok, le club. qui joue à Flensburg. Ok, ça fait 5. Et ouais, mais là, c'est qui a été. T'as déjà gagné, mais si tu arrives à me trouver 7, Ouais, on mais donne j'ai encore un peur point. de dire une bêtise. Vas-y, essaye. Bah écoute, arrière droit, je vais dire Duche Bayev. Mais je suis pas sûr Et non. qui c'est. Arrière droit, c'est Mathias Gitzel du Danemark. Ah, le Vogue. qui c'est. Et à l'aile droite, c'est du coup, c'est Ferran Solé. Ferran qui joue Solé, au pareil. PSG. 2 je sais pas points qui- du coup pour toi, 3-2. T'es passé devant, Samir, 3-2 pour toi. Ok. Ah, Il ok. reste deux À questions. droite, je le suis. 5e question. Quel est le gardien ayant effectué le plus d'arrêts en Lidl Star League sur les 3 dernières saisons, y compris la saison 2020-2021? Rémi Desbonnets. Ok, point. Est-ce que tu es capable, Samir, de me donner combien d'arrêts selon toi il a fait sur les 3 dernières saisons? Sur les 3 saisons, là Sur les 3 dernières saisons, y Ouais, compris celle-là. approximativement, la première année, il était pas loin de moi quand j'étais, les 3 dernières. La première année. C'était la première saison, c'est-à-dire les 3 dernières saisons, ça fait 2010. Celle-là, 2020-2021. 2019. Ouais, c'est ça. Ah, alors, ouais, non, c'est pas pareil. Je dirais aux alentours de. Ouais, je vais dire gros. Hein.
700. Ok. Est-ce que les gars, vous pouvez me donner un chiffre sur les 3 dernières saisons, combien il a fait d'arrêt pour essayer de marquer un point? Ah, je me rends pas compte. Non, 600. Et ouais, Samir, parce que tu la dis dernière 600. saison, on n'est pas allé au bout. 600. Ok, les gars, une proposition quand même, essayez de vous mettre d'accord. Bah, plus, on va dire, non? Je sais pas. Simon, qu'est-ce que t'en dis? Vas-y, je me suis trompé tout à l'heure, tente. Ouais, un peu moins, parce qu'on n'a même pas fini celle-là. Ouais, je suis bête. Ouais, c'est moins. 600 pour Samir, les gars, allez, il faut une réponse, les gars. Allez. C'est moi, les gars. C'est sûr, c'est moi, parce qu'on n'a pas fini 500... la saison dernière, on n'a pas fini celle-là. 570. Ok. Alors, Samir est extrêmement bon, il ment très bien. C'était 612 arrêts en 60 matchs. Oh non, je pensais vraiment. J'allais dire ça. Samir, il a été bon parce qu'il vous a complètement embrouillé. Non, je vous promets que je pensais que c'était moi. Ah non, sérieux. Ça fait 2 points de plus pour Samir. Je sais plus, j'ai plus le compte des points, Antoine, si tu peux me remettre le compte des points. Ça fait 4-2. Un écart. Mais je crois que là, il y a au moins 2 ou 3 points d'écart pour Samir. 4-2. Sixième, 5-2. Ok, 5-2. 5-2 pour Samir. 6e question. Combien d'arrêts Samir a-t-il effectué en Lidl Star League? Samir, tu n'as pas le droit de répondre pour l'instant. Tu répondras en deuxième. Tu connais exactement le nombre d'arrêts? Bah non, mais j'ai franchi un cap très récemment. J'ai franchi D'accord, une barre. Ok, alors j'espère que j'ai les bonnes stats, parce que j'ai été les chercher sur le site de la LNH. Ouais. Pour info, il a joué, si je ne dis pas de bêtises, 86 matchs. Ah, il n'y a peut-être pas les matchs avec Montpellier qui ont été notés. Non, les matchs complets, ils n'ont pas été notés. Voilà, alors du coup, c'est sur les 4 dernières saisons. Ouais. 86 matchs, les gars, il me faut un chiffre. 86, tu comptes une moyenne de combien à peu près par match, Fif? Bah, 8, je sais pas. Je dis 9. Alors, juste pour vous donner un indice, il a fait une saison, comme j'ai dit tout à l'heure, à Massy, où il a fait 299 arrêts. Ouais, un arrêt près, putain. Ouais, donc un peu, ouais, si tu donc sur 4 saisons, combien il a fait d'arrêts? Il a dit qu'il avait passé un cap, donc je pense qu'il ne doit pas être loin d'un chiffre rond, tu vois. Ouais, il n'y a pas très loin, je crois. Il me faut une réponse, les gars. Allez, il me faut une réponse. 700. Allez, combien 700. Combien 700. Ok, Samir, combien? Ouais, je pense que c'est 7. Je dirais 720. 725, un truc comme ça. Ok, alors j'espère que les chiffres sont bons, mais en tout cas, sur les sites de la LNH, tu es recensé à 693 arrêts en 4 saisons. Ah ouais? Ouais, bah parce qu'il y a 2 matchs, il y a 3 matchs, j'ai passé la barre des 700. Ah, ok, bah alors on a des mauvaises infos, mais on va quand même donner le point aux gars parce que c'est les infos qu'on a trouvées sur la LNH, donc je vais quand même leur donner le point. C'était contre Nîmes à la maison, ouais, il y a 3 semaines, contre Nîmes à la maison. Ok, t'as passé la barre des 700. Ok. Ouais, on m'avait envoyé une notif et tout sur ça. Ok, bon, bah, on est désolé pour cette erreur, tu nous en voudras pas. Pas de souci. 5-3, dernière question, c'est la toute dernière. Il y a 5 trucs à retrouver. Il faut retrouver, parce que là, attention, vous pouvez gagner sur cette question-là 1, 2, 3, 4, 5 points sur cette question-là. Écoute, Samir, pourquoi? Il faut à chaque fois retrouver le joueur ou la joueuse grâce à son CV. Et il y a 1 point par joueur ou joueuse. C'est-à-dire que je vais vous donner des clubs, voilà, et puis à vous de me dire, le premier qui répond à la bonne réponse, je ne donne pas toujours les clubs dans l'ordre. Attention. Tu donnes les clubs quand même, ok. Je donne les clubs, je ne donne pas les années et je ne donne pas forcément dans l'ordre. Okay. On démarre. Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Barcelone, Ciudad Real, Lille, Fernandez, bonne réponse. Bonne réponse de Fif, bonne réponse de François. 5-4. Okay. Deuxième joueur. Attention, ça va être plus rapide puisqu'il n'a pas fait beaucoup de clubs. Chambéry, Hambourg. Gilles. Bertrand Gilles. Bertrand Gilles, point pour François. Les deux, vous m'avez dit que Gilles, ça a un peu bégayé. 5 partout. Hambourg, ouais. 5 partout. Samir, je suis désolé, ta réponse, elle n'était pas claire. On ne peut pas te donner point là-dessus. Ouais, il a fait la même chose. 5 partout. Attention, il reste 3 joueurs à retrouver. Ça peut être aussi des joueuses. Ouais. Créteil, Bucarest, Montpellier. Hugo Desca. Point, ok. Point 6-5 pour Samir.
Les gars, il faut gagner 2 points, les gars, pour récupérer. Le club va vous en vouloir longtemps. On est parti. Normalement, les gars, celle-là, je l'ai un peu mis pour nous. Donc, Fleury, Thuringer, Manon Wett, très bon. Bien joué, François. Manon Wett. 6 partout. C'est un mec. Attention, alors j'avais oublié. Le dernier, c'est un mec. Mais j'ai oublié, il reste une question, je l'avais oubliée, elle est sur une autre feuille, j'avais oublié qu'il y avait une dernière question derrière. Ok, on a toujours des questions au cas où on perd. On a toujours des questions au cas où on perd. Dernier joueur à trouver. Metz, Montpellier. Vincent Gérard. Oh là là, il est fort. Oh, il est fort. Ça, c'est fort. 7-6. 7-6 pour Samir. Il reste une dernière question. Samir, est-ce que tu es joueur, Samir, et est-ce que tu es OK pour qu'elle vale 2 points? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. OK. Combien d'équipes, et Samir, tu vas avoir le droit de répondre en premier, forcément, combien d'équipes il y a au CA Évron Handball? Le CA Évron Handball, Samir, c'est notre club. Combien d'équipes il y a? Ouais, combien d'équipes on a dans le club? Enfin, on a 200, on est un peu moins de 200 licenciés. Ok. Et tu comptes à partir de Bébien ou pas? Alors, j'ai compté pas uniquement les équipes qui font de la compétition, mais j'ai compté vraiment tous les groupes qu'on a en entraînement. Tous. 200. Ah, c'est dur. J'ai pas envie de dire une bêtise. Je dirais, allez, 17 équipes. 18. Ok. 17 Ouais, 18 équipes. 18 équipes. Je laisse le président parler. Alors maintenant, Simon est quand même, il faut savoir, Samir est quand même président du club. On va voir, Simon et François, quelle réponse vous donnez, les gars? Putain. Et je vous laisse 10 secondes. Il faut que ça aille vite. 10 secondes parce que vous êtes quand même du club. 15. Ouais, Okay. je laisse mon président parler. Le résultat final, on a effectivement 15 équipes au club des grandes victoires, des gars. Bravo, on a gagné. J'avais la pression. Victoire. C'est la première victoire de la team licenciée. Bravo les gars. Merci à toi, Samir. En tout cas, merci on s'arrangera, Samir, pour les modalités. On verra. Tu m'envoies un message. On verra ça. En tout cas, ça va être pour nous le temps de te laisser. Avant juste de conclure, moi, je voulais vraiment te remercier déjà, Samir, d'avoir passé un peu de ton temps avec nous. J'espère que ça a été pour toi. Nous, c'était sympa, super sympa. C'était vraiment cool de t'avoir. Voilà, on espère qu'on pourra continuer ça. On espère que tu as passé quand même un bon moment malgré la défaite dans le quiz. Ça, on est désolé. Je vous remercie aussi, les gars, d'avoir été là sur le live. Et puis merci au club aussi, encore une fois, de permettre de faire cette petite émission à peu près toutes les 2 semaines. On sera de retour pour un 3e numéro. On vous dévoilera pareil bientôt l'invité. Mais voilà, merci vraiment à tous. Merci à vous et bonne continuation. Et j'espère que ça reprendra assez vite pour vous. Et au plaisir de vous voir au bord d'un terrain de hand l'année prochaine. On t'invitera pour la victoire du H. On t'invitera à venir voir un match à Évron. La victoire du H. Juste Samir, pardon, je peux savoir pour qui est-ce que tu supportes comme équipe NBA ou pas? Ouais, il n'y a pas de souci. Je suis pour les Milwaukee Bucks. Ok. On terminera sur cette très mauvaise. Et je suis grand fan de LeBron, donc où il va, je kiffe. Cool. Merci à toi, Samir. En tout cas, à bientôt. Et puis, on se dit tous à bientôt pour une prochaine émission. Salut, ciao. Ouais, salut. Ciao. Merci.